Pour dire nous allons sauver l'emploi, commence par sauver celui qui dépend de toi au lieu de les supprimer. Eh bien celui-là, la dernière fois qu'il s'est exprimé, a dit l'État doit faire des économies, les collectivités locales aussi. Et d'ailleurs a-t-il dit nous devons supprimer 40 000 emplois dans la fonction publique locale. Comment est-ce qu'il compte faire? Je croyais que les communes et les régions et les collectivités disposaient librement. Ça veut dire qu'il va donc rendre les dotations qui viennent de l'État sur les collectivités, il va les conditionner par des suppressions de postes. Il a donc prévu, voyez-vous comment tout s'enchaîne, 40 000 postes de fonctionnaires communaux de moins et 1 500 000 esclaves de plus. Voilà le plan Sarkozy. Alors mes amis, ce que vous direz à l'homme, à la femme qui autour de vous continue à penser que le problème c'est pas le banquier, c'est l'immigré, vous lui direz dans un instant de patience, écoute, oublie ça 2 secondes. De toute façon, on préfère te le dire, personne ne partira. Pour la raison que c'est tout simplement impossible. Et qu'en plus, on ne veut pas. Vous savez pourquoi? Parce que contrairement à ce que dit Sarkozy, il dit si l'immigration continue, c'est la ruine. Ah non, mes amis, c'est s'ils s'en vont que c'est la ruine. Parce que figurez-vous qu'entre ce qu'ils touchent et ce qu'ils payent, il y a 12 milliards qui restent dans les caisses et qui servent à tout le monde. La ruine, c'est s'ils partent. Alors il faudra d'abord commencer par dire merci à ceux qui bossent, à ceux qui cotisent, à ceux qui payent des impôts et qui sont nos frères et nos sœurs dans la lutte lorsqu'ils ont la possibilité de la mener, c'est-à-dire lorsqu'ils ont des papiers, raison pour laquelle. Commençons par ce que nous avons sous les yeux. Il y a 2 politiques possibles aujourd'hui en Europe. La première, c'est la politique de l'austérité. Vous le savez comme moi. Cette politique de l'austérité vise à contracter la dépense publique de manière à ce que ce soit le marché qui occupe toute la surface. Mais dans ce marché, vous aurez tous été appauvris. Par conséquent, il ne restera que les très riches, qui ont des mœurs décadentes liées à l'accumulation de la richesse qui les rend irresponsables et qui leur fait penser qu'il est possible d'avoir des yachts pour chacun, eux, et d'utiliser tous les moyens qui saccagent la planète dans l'idée où ils sont qu'ils sont peu nombreux et donc peu coûteux, et c'est tout le contraire la réalité. Et il y a en face une autre politique, qu'un seul et unique parti porte, un seul et unique mouvement, le Front de gauche, la politique de la relance. La relance de l'activité, c'est donc d'abord la relance par la dépense publique, qui permet de répondre aux impératifs qui s'imposent à nous. Nous allons avoir 8 millions de petites Françaises et Français de plus dans les 8 prochaines années. Les 10 prochaines années. Nous sommes donc obligés de construire des écoles, des hôpitaux, de construire des appartements pour que les jeunes couples puissent accueillir les enfants dans des conditions correctes. Nous sommes obligés de faire de la dépense publique et nous ne pouvons pas nous en remettre à la pauvreté qui résulte du règne du marché, là où avaient auparavant les organisations collectives comme la sécurité sociale et le service public. Mais pour autant, nous devons, lorsque nous proposons cette politique de la relance de l'activité, ne pas nous laisser de nouveau obscurcir l'esprit et comme autrefois dire eh bien ma foi il faut produire, peu importe quoi, peu importe comment, peu importe pour qui, produire. Car là il y a une nouvelle dispute qui commence, après celles qui sont pour qui opposent ceux qui sont pour la politique d'austérité d'un côté et la politique de la relance, il y a ensuite la dispute entre ceux qui disent qu'il faut produire. Les productivistes, ce sont ceux qui disent « Nous allons régler le problème de la manière suivante. Premièrement, nous allons faire baisser les prix unitaires des marchandises. Moins ça coûtera cher, plus on aura de clients. Leur technique pour rendre moins cher les produits consiste à externaliser tous les coûts. Ils ne prennent pas en charge les coûts sociaux, ils ne veulent pas payer les cotisations sociales. Ils ne prennent pas en charge les coûts environnementaux. Ils ne veulent pas entendre parler, ils appellent ça une dictature. Et ainsi de suite. Leur technique pour abaisser les prix, c'est d'abord d'abaisser les salaires. Et quand on abaisse les salaires, évidemment, on abaisse la masse locale en état de consommer. Pour qui produit-on à ce moment-là? Pour l'export. On veut produire pas cher pour pouvoir vendre aux autres à la place de ce qu'ils achetaient eux-mêmes sur place. C'est donc une entreprise mortifère que leur prétendue politique de l'offre, comme ils disent avec un mot un peu savant pour décrire ce que je viens de dire. Deuxièmement, ils disent pour que nos produits se vendent, nous allons faire de l'innovation. Et les voilà tous contents de se montrer modernes et innovants. Mais en le faisant, ils défigurent une activité humaine essentielle qui est la recherche.
Parce qu'au lieu de lui permettre de se déployer librement d'après les seules règles de l'esprit, de l'inspiration du chercheur, de sa pente, des travaux intermédiaires qu'il peut faire et des découvertes qu'il fait dans des sciences fondamentales, dont l'utilité immédiate n'apparaît à personne, mais qui se révèle ensuite capable de vous dire ce que ça veut dire avec l'argent d'aujourd'hui. Mais déjà, ils ont pensé à ça. Et ceux qui avaient dans la salle, j'aime mieux vous dire que ça leur faisait un drôle d'effet. D'ailleurs, une partie est partie, est revenue ensuite, on les a raccompagnés. Je vous résume l'histoire de France, hein. Eh bien, comment tout a commencé? Par refuser la résignation. Voilà comment tout a commencé. Et tout a commencé par une insurrection ouvrière, vous ne le savez peut-être pas. Mais c'est une usine réprimée, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, en 1789, qui commence au faubourg Saint-Antoine, la Grande Révolution. Et ensuite, qui a-t-elle embrasé? Toutes les classes de la société. Et c'est comme ça que nous, qui sommes la représentation politique du travail et du salariat, parce que nous portons ses intérêts, nous portons sa parole, ses besoins, nous allons embraser non pas nous-mêmes, nous ne sommes pas un super syndicat, nous allons embraser la société tout entière, tous les citoyens, quelles que soient leurs conditions, quel que soit leur niveau de qualification. Nous leur disons, venez à la rescousse, nous avons besoin de vous pour la planification écologique et pour changer la société. Donc tout commence par une insurrection. Je vous appelle à observer que cette constitution absurde, dont je parlerai ce dimanche, combinée avec le fait que les lois dorénavant ne sont respectées que quand il s'agit de frapper les faibles, mais jamais quand il s'agit de frapper les forts. Comment se fait-il que les sodis médicales aient gagné 30 procédures judiciaires et qu'elles ne soient toujours pas payées? Comment se fait-il que Molex a pu être floué comme elle l'a été par des voyous du seul fait qu'on n'avait pas respecté la loi et les procédures qui sont applicables en France quand une entreprise est mise en liquidation? Comment se fait-il que les Fralib sont condamnés à ce à quoi ils sont condamnés alors que les 2 PSE ont été annulés et ainsi de suite? La loi n'est plus appliquée, raison pour laquelle vous êtes dans la situation du devoir sacré que vous assignez la Constitution de 1793. Lorsque le pouvoir spolie le peuple de ses droits, l'insurrection est un droit et un devoir. Un devoir! Et nous, qui ne nous payons pas de mots, cette insurrection, nous lui donnons des dates et des rendez-vous. Le 18 mars, nous commençons, appuyés sur la force que nous avons rassemblée dans cette campagne électorale, quelque chose que personne n'a jamais fait dans aucune autre campagne électorale. Précisément parce que cette campagne ne ressemble à aucune autre, parce que le contexte ne ressemble à aucun autre du fait de la crise financière et de la crise écologique et de l'instabilité politique qui en résulte. Nous appelons à une marche pour la 6e République, c'est-à-dire pour changer tout le système institutionnel qui organise nos relations dans la société, pour y mettre au poste de commande la démocratie jusqu'au bout, et la démocratie dans l'entreprise, où aujourd'hui se concentrent les problèmes dont dépend tout le pays, et pour y mettre au poste de commande les droits fondamentaux. Vous avez rendez-vous le 18 mars, et puis il y aura des répliques. Nous recommencerons à Toulouse, nous recommencerons à Marseille ce que nous allons entreprendre ce week-end, c'est-à-dire le début de ce que nous appelons la révolution citoyenne. C'est là-dessus que je veux finir, mes amis. Notre horizon ne s'arrête pas à une élection, ni même à 2. Je ne suis pas autre chose qu'un passeur. Une tâche m'a été confiée. Être celui qui marche devant pour rallumer le flambeau que nous portons tous. Mais l'horizon, c'est la révolution. La révolution citoyenne. Le changement tranquille, pacifique, pour le bien général. À quoi tout le monde est appelé, car voyez-vous, les révolutions ne se font pas pour sacrifier à des lubies idéologiques. Elles se font quand un monde à bout de souffle est incapable de régler les problèmes, quand il ne sait plus faire arriver les trains à l'heure, quand il ne sait plus éduquer les enfants, quand on ne peut plus mettre un enfant au monde à moins de 2 heures dans le centre de santé, quand cette société si riche, si équipée, peine à accomplir les fonctions essentielles de l'humanité, alors oui, le moment est venu de tourner la page, et ce moment est arrivé. Voilà pourquoi je vous parle de révolution citoyenne. Le peuple doit s'y mettre. Et je vais finir une fois de plus
avec les paroles de notre poète, puisque c'est le 150e anniversaire de l'édition des Misérables. Eh bien, ma dernière phrase, c'est à lui que je l'emprunte, parce que je ne saurais pas le dire aussi bien, et si je le disais, cela passerait peut-être pour excessivement bolchevique, alors que là, c'est seulement poétique. Victor Hugo dit, dans Les Misérables, écoutez ça, parce que c'est ce que vous avez à faire. Une insurrection qui éclate, c'est une idée qui passe son examen devant le peuple. Bon courage. Jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. On lâche rien, on lâche